Ça va dans tous les sens. Dossier économique en République démocratique du Congo, on en parle de partout, de taux de dollars. Les autres font ce que leur cœur oblige de faire. La banque donne aussi ses prix. Mais pourquoi on n'arrive pas à aider les Congolais? Parce qu'avec tout ce qui bouge, spéculation, les Congolais en souffrent. Et quand il en souffre, deux fois, il en a marre de ce qu'il dirige. Est-ce que, comment on devrait organiser ces genres de pratiques au moment où ça doit y être? On va discuter avec M. Ben Tchabola, économiste extérieur, entrepreneur congolais, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour votre invitation. Ça fait longtemps qu'on a été sur un plateau ensemble en train de partager le quotidien du Congolais. Est-ce que vous allez bien, monsieur Ben? Oui, individuellement, Dieu fait grâce, nous sommes bien portants. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas être à l'aise quand on voit les compatriotes en train de se baigner dans la souffrance provoquée par certaines mesures économiques qui ont été prises par la Banque centrale. Est-ce que ces mesures sont bonnes ou pas? Parce qu'on est en train de voir ici au Congo, parce qu'on devrait parler à un Français là où tous les Congolais devraient nous écouter, nous suivre, taux de dollars. Brusquement, on s'élève une semaine, 2 semaines, et ça change du coup. Effectivement, ces mesures-là sont salvatrices pour le pays, d'une manière générale. Ces mesures ont été prises par la Banque centrale dans le but d'apprécier notre monnaie, la monnaie, le franc congolais. Que ça ait de la valeur. Oui, pour donner de la valeur à notre monnaie, ce qui est l'objectif même de la Banque centrale, ce qui est même dans les prérogatives de la Banque centrale. Alors, compte tenu des paramètres internes et externes, donc des chocs externes et internes, la Banque centrale a trouvé mieux d'absorber les trop de francs qui étaient en circulation, provoqués par le taux directeur de la banque antérieure de la Banque centrale et certaines demandes de fonds du gouvernement que la Banque centrale donnait. Alors, ils ont jugé bon d'injecter une certaine somme sur le marché pour absorber les trop de francs congolais pour un peu, non seulement équilibrer, mais apprécier aussi la monnaie. Mais malheureusement, il y a eu des effets pervers, c'est-à-dire qu'il y a certains paramètres qu'on n'a pas pu contrôler. Évidemment, la propension de l'informel dans l'économie congolaise. C'est-à-dire quand il a pris ces mesures-là, il fallait, outre les mesures qu'ils ont prises, il fallait mettre aussi les moyens de contrôle pour vérifier si ces si on a à respecter parce que les opérateurs économiques sont têtus, parfois ils n'observent pas les mesures qui sont prises et ils profitent de cela pour leur propre, en leur propre faveur, quoi. Et est-ce que ces mesures, Ben Tchabola, vous venez justement de l'expliquer, est-ce qu'il y a eu débat interne avec... D'abord, on a un problème ici au Congo de bureaux d'échange. S'il y en a, on peut citer 5 ou 8 qui sont reconnus par la Banque centrale du Congo. Est-ce que tout le monde était au moins... il y a des entrepreneurs, des gens, parce que vous connaissez très bien que notre économie est starvetie, c'est dans les mains des expatriés. Est-ce qu'il y a eu au moins une, je pourrais dire, une réunion ou bien des attentes entre le gouvernement et ceux qui font aussi la loi de la monnaie en République démocratique du Congo? Effectivement, il y a eu des études qui ont été faites dès l'arrivée du nouveau gouverneur, M. Wameso.
ils ont pu étudier les conséquences, donc les causes qui ont provoqué cette inflation-là. Ils ont trouvé que c'était au niveau des banques commerciales et puis des taux directeurs de la Banque centrale. Je pense bien qu'ils ont pu réunir tous les opérateurs dans ce secteur-là. Mais ce que j'ai pu constater, et nous le savons tous, outre le fait que notre économie est dans les mains des étrangers, mais il est aussi extraverti. Nous dépendons plus de l'extérieur par rapport à ce que nous produisons. Donc nous consommons ce que nous ne produisons pas. Mais nous produisons ce que nous ne consommons pas. Ça fait déjà un problème. Alors, avant de prendre ces mesures-là, je pense qu'il a pu entrer en contact avec certains opérateurs économiques qui pèsent dans le fonctionnement des circuits monétaires. Entre autres, les cambistes, et puis comment s'appelle ça, les agences agréées de la Banque centrale qui sont opérationnelles dans ce secteur-là. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que la plupart de ces opérateurs sont dans l'informel. C'est que le contrôle devient un peu très compliqué. Ils sont insaisissables par le fisc et le contrôle de l'économie. Mais pourquoi ils ne respectent pas? Parce que de tels genres de mesures, si ça va aider au pays, mais pourquoi pas faire respecter ça sur le terrain? Parce que aujourd'hui, quand vous partez à Kinshasa, c'est tout le monde qui donne les taux qu'il sent bon de donner. Tel coin, on vous dit c'est tel montant, tel coin c'est tel montant, et les autres même refusent de prendre certaines sommes d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas clair. Normalement, un opérateur économique laissé à lui-même, il fait ce qui lui passe par la tête pour son gain personnel. Pour son gain personnel, c'est pas pour le peuple. Hein. Non, pas pour le peuple. Un opérateur, si vous le laissez seul, si vous le laissez sans contrôle, si vous le laissez faire ce qui lui passe par la tête, il peut être contre le progrès social. Donc il peut jouer le rôle contraire. Ce qui est plus primordial, c'est qu'il y a des mesures. Quand on prend des mesures comme ça, il faut mettre les moyens de contrôle. Il faut mettre le moyen de contrôle. Là, qui doit mettre ce moyen de contrôle? La Banque centrale ou le gouvernement? C'est la Banque centrale qui est le patron de la monnaie congolaise. Donc quand il prend des mesures, quand la Banque centrale prend des mesures pour absorber et absorber les francs congolais pour apprécier notre monnaie, il serait mieux aussi de les accompagner par des mesures d'accompagnement pour contrôler les opérateurs économiques. Parce que ceux-là qui œuvrent dans ce secteur-là, ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. C'est pour cela qu'ils sont en train d'afficher malgré que un la Banque comportement qui n'est pas bon. a émis un taux au niveau national qui est de 200... C'est 2335 francs congolais, mais ils n'observent pas tout cela, ils ne respectent pas, parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas sous contrainte de la loi. Mais qu'est-ce qui va maintenant se passer? Parce qu'ils ne sont pas contrôlés, c'est la société qui est détruite. Tout à fait, il y a des effets pervers, je viens de le signaler ici, il y a des effets pervers sur le commerce, d'abord sur l'économie. Il y a des opérateurs, des producteurs qui ont besoin des entrants. Ils ont besoin aussi qui vont acheter sur le marché et arriver sur le marché. Ils n'ont pas pu trouver à ce prix-là parce que les prix vont soit monter, soit baisser. Il y a aussi des commerçants qui, par anticipation, je ne sais pas ce qui peut arriver demain, ils vont faire la rétention de stock. Ça qui va avoir un effet négatif sur l'économie. Il y a aussi ceux-là qui ont acheté leurs produits il y a peut-être un mois, donc ils ont un stock important. Ils ne peuvent pas directement baisser le prix parce qu'ils vont connaître une perte. Il faut attendre jusqu'à ce que leur stock va terminer. Quand ils vont se réapprovisionner, c'est alors qu'ils vont appliquer le taux de change qui est sur le marché actuel. Donc il y a ce qu'on appelle l'équilibre du marché, de l'offre et de la demande. D'une part, il y a aussi la spéculation de l'autre part.
et l'anticipation dont je viens parler. Mélanger le trois, il fallait qu'il y ait un contrôle rigoureux de la part du ministère de l'économie d'abord, avec les inspecteurs économiques, et puis aussi des mesures de protection et des mesures de contrôle de la part de la Banque centrale. Ce qui n'est pas respecté sur le terrain, parce que nous sommes en train de voir, M. Ben Tiabola, le gouverneur de la banque Wameso arrive. Beaucoup parlent de ces changements, de ce mouvement populiste qui veut s'attirer en moins du Nord, malgré que vous avez parlé que c'est une mesure salutaire, mais beaucoup pensent que ce n'est que le populisme. On va retourner comme on l'avait vu dans le temps passé, où aujourd'hui il y a baisse et demain, 2 semaines ou un mois, et ça barde encore. Effectivement, nous avons constaté que les choses ont commencé à bouger dès lors qu'il a été installé à la Banque centrale. On peut lui octroyer ces mérites-là de vouloir vraiment changer les choses. Mais avant ça, je peux bien dire qu'il y avait la nomination de Muzito avec son expérience en tant que Premier ministre, puisqu'il a eu à vivre cette situation à son époque. Je crois qu'avec son expérience, il a pu jouer aussi un rôle très important sur la politique budgétaire d'abord. Et puis, il s'en est suivi aussi, au niveau économique aussi, il y avait certaines mesures que le professeur Moukoko avait prises à l'époque sur le bien de première nécessité. Ça manquait que ça. Ça manquait une politique rigoureuse au niveau de la Banque centrale qui émet le franc congolais, qui est maître du franc congolais, pour pouvoir combiner les trois politiques afin d'en arriver là. Ce qu'on déplore peut-être, ce sont des effets pervers comme on vient de les citer ici. Il y a des cambistes ou bien des opérateurs qui œuvrent dans ce secteur-là, ne sont pas contrôlés et chacun va dans son sens avec son tour. Mais s'il y avait de bureaux d'échange agréés, si on devait penser à ça bien avant. Il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux. On ne peut pas absorber pratiquement ou contenir la demande de la population. Il y a quelques bureaux qui ont fermé peut-être aussi, puisque la pression fiscale était très élevée. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, si le gouverneur peut nous suivre, voir un peu sur la pression fiscale aussi des bureaux d'échange, ça peut leur permettre de quitter les secteurs informels pour revenir dans les secteurs formels. Dans ce cas-là, parce que j'ai appris qu'il y a un logiciel qui a été installé dans les bureaux d'échange agréés, dont la Banque centrale est en train de suivre le mouvement. Vous vous rendez compte que si ces bureaux-là existent, si nous en avons même 1000 ou 2000 dans tout le recoin de la République, je pense que ce problème serait résolu tant soit peu, mais ça pouvait trouver une certaine solution pour la population. Aujourd'hui, parce que vous parlez de Wameso, populisme ou pas, parce que vous n'avez pas répondu à cette question, que ces mesures, malgré que ça tombe, vous parlez de bureaux d'échange, ainsi de suite. Beaucoup se posent la question, est-ce que ça va tenir longtemps au moment où, au Congo, on ne produit pas, nos cobaltes sont d'abord traînés pour que ça prenne au moins de la valeur. Oui, monsieur. Et on va se nourrir de quoi? Monsieur Félix, Wameso, ce n'est pas un nouveau dans le secteur. Wameso, d'abord, c'est un économiste bien formé. Il a fini, je crois, en Belgique. Et il était dans le secteur déjà de la banque en Europe. Et puis, je crois que c'est Robank qu'il avait rappelé ici. C'était un outil déjà dans le secteur. On peut le faire confiance. C'est vrai qu'il peut y avoir des secousses, il peut y avoir des conséquences immédiates. Mais moi, à mon niveau, je sais que je peux le faire confiance, puisqu'il est du métier. Il connaît ce qu'il est en train de faire, mais c'est peut-être le fait qu'il n'a pas pu mesurer les conséquences des effets pervers qui pouvaient découler de cette mesure-là. Parce qu'injecter 50 millions de dollars, c'est pratiquement récupérer ou bien absorber autant de milliards de francs congolais directement comme ça. Je pense que c'est ce qui a
causer des problèmes. Il aurait dû y aller par escalier, 10 millions, 10 millions et 10 millions. Et je crois que la secousse devait être aussi un peu contrôlée. Mais qu'à cela ne tienne, il a toujours cette possibilité-là, parce qu'il a ces leviers-là. Il peut jouer aussi le sens contraire. Il peut injecter des francs congolais pour absorber certains dollars pour équilibrer. Et là, ça y aura baisse, il y aura toujours. Oui. Mais il y a aussi un autre levier. Beaucoup de gens ne savent pas que l'État, c'est le plus grand pourvoyeur de fonds. Vous voyez, j'aurais appris, je n'ai pas vérifié l'information, que certains secteurs de l'État ne sont pas encore payés. Vous savez, à travers la masse monétaire, à travers la masse salariale, c'est une façon aussi d'injecter des fonds congolais sur le terrain. Je sais que nous, au Congo, on nous paye en fonds congolais. C'est-à-dire que si vous voyez le niveau de la masse salariale de l'État dans un premier temps, qui pouvait être injecté, je crois, d'ici le 15 ou le 20, ça pouvait équilibrer les choses aussi. C'est un des leviers. Mais d'une manière générale, quand tu parles de la production, on a toujours produit. Mais ce qu'il faut faire peut-être que, beaucoup de gens ne savent pas que notre production est basée que sur l'extraction des minéraux. Le secteur de production n'est pas trop élevé. Je crois qu'il faut peut-être diversifier l'économie congolaise dans les tertiaires, dans les secondaires et dans le primaire. Le primaire, ça nous permet tout simplement d'extraire et vendre à l'État, ce qui n'est pas aussi bénéfique pour le pays. Je pense que si on doit diversifier, même dans l'agriculture, il y a beaucoup d'argent dans l'agriculture. Je pense que si nous faisons tout cela, ça peut équilibrer la balance de paiement. Le problème se pose à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que nous importons plus ce que nous consommons. Pour importer, il faut avoir des devises de ce pays-là qui nous fournissent. Et pour avoir ces devises, il faut vendre aussi. Alors nous vendons peu, mais nous avons plus de besoin de devises extérieures pour aller acheter. C'est ce déséquilibre-là qui crée des problèmes sur le taux de change et conséquemment sur tout le prix. Parce que le taux de change, c'est un prix. Le revenu, donc le salaire, c'est aussi un prix. Et le prix des biens et services sur le marché, c'est aussi un prix. Vous voyez un peu. Donc, la difficulté se trouve au niveau de la balance de paiement. Si on arrive à équilibrer la balance de paiement, il y aura des effets contraires sur l'économie. Donc pour l'équilibrer, il faut plus vendre à l'extérieur que donc produire, vendre à l'extérieur qu'importer. Et pour ce faire, il faut produire. C'est comme ça qu'on parle de la production. La production a été toujours là. On produit, mais c'est un peu plus bas par rapport à l'équilibre que demande l'équilibre macroéconomique qu'exige notre économie. Est-ce que ça, aujourd'hui, on peut parler avec le temps, on peut revenir au même prix? C'est possible. C'est possible, il suffisait de mettre beaucoup de francs congolais, comme vous l'avez dit. Oui, il y a beaucoup de manœuvres pour équilibrer. Mais l'équilibre n'est pas aussi l'objectif principal. Moi, je pense qu'il faut plus apprécier notre monnaie. Mais lorsqu'on apprécie notre monnaie, le problème aussi, la population qui nous suit, nous ont dit, sur terrain, il n'y a pas tellement une baisse remarquable, ou bien à la même quantité, ou bien à la même finance avec la baisse de dollars. C'est là où la population est en train de souffrir. Le volume de la masse monétaire qu'on a mis en circulation, l'élasticité prix ne suit pas directement. Je l'ai succinctement parlé dans l'introduction. C'est-à-dire que je suis un commerçant, j'ai acheté une bonne quantité de riz, 100 000 tonnes, j'amène ici pour la consommation de la ville de Kinshasa. Et brusquement, la Banque centrale prend la mesure de baisser, d'injecter les dollars sur le marché, afin d'absorber le trop de francs congolais qui sont sur le marché. Moi qui vends en francs congolais, je ne suis pas directement. Je ne suis pas directement. Je ne suis pas le prix directement. Pourquoi? Parce que si je baisse directement mon prix,
je vais connaître un déficit sur le chiffre d'affaires, sur mes achats prochains. Ce qui fait que ça va faire l'érosion sur mon stock. Ça ne saurait pas renouveler mon stock. Ce qui est mieux à faire en tant qu'un homme rationnel, c'est que je vais attendre quand mon stock va finir. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 25 jours, ça peut prendre 2 mois. Dès lors que j'ai... Mais là, la population va souffrir. Hein. La population va souffrir. Effectivement, 2 mois, 3 mois en attendant la période tout simplement. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de secousses pendant ce trimestre ici, mais je crois que si ça continue comme ça, et qu'il n'y a pas une forte demande de monnaie de la part du gouvernement, parce que je vais en parler, si ça continue comme ça, si on contrôle la masse monétaire et on contrôle les demandes de fonds du gouvernement, je pense qu'au mois de janvier, ça sera déjà équilibré et on va apprécier notre monnaie. Pourquoi je parle de demande de fonds du gouvernement? Parmi les opérateurs économiques, parmi les intervenants dans l'économie, il y a d'abord les ménages, donc la consommation qui est dans la consommation, c'est-à-dire les individus comme moi et toi. Il y a des entreprises qui produisent, il y a aussi l'État. Et puis il y a le reste du monde, c'est-à-dire l'extérieur. L'individu est un peu rationnel. Quand bien même il peut être un peu rébarbatif, mais il est un peu rationnel. Les entreprises sont très rationnelles parce qu'aucune entreprise ne peut pas produire pour ne pas vendre ou bien produire à perte. Ils sont rationnels. Mais le seul intervenant qui est incontrôlé, c'est le gouvernement. Le gouvernement. Alors, si vous maîtrisez bien les consommations du gouvernement, et si on le cadre bien et qu'on met des mesures pour ne pas créer ce qu'on appelle, quand je dis des demandes de fonds, c'est-à-dire la planche à billets, c'est-à-dire que l'État a besoin d'argent, c'est l'État, c'est le pouvoir, le pouvoir public. Il peut demander de fonds auprès de la Banque centrale et la Banque centrale va exécuter. Parce que c'est lui le pouvoir public. Alors dans ce cas-là, si la Banque centrale peut donner des conseils à ce niveau-là ou mettre des mesures à ce niveau-là, ce n'est pas facile. Mais si on sait contrôler les dépenses de l'État, je pense qu'on ne va plus se plaindre dans 3 ou 4 mois qui vont venir. C'est-à-dire on va se plaindre? On ne va plus se plaindre parce que ce qui fait beaucoup de trends, c'est la demande des fonds de l'État. Ce sont les consommations du gouvernement qui donnent beaucoup de trends dans la fonction du revenu national. Donc je vous ai dit que les ménages et puis les entreprises sont un peu rationnelles. Mais comment on va un peu expliquer ce phénomène? Parce qu'on parle de la baisse, mais il y a quelque chose qui se pose en République démocratique du Congo où, d'autre part, les choses sont vendues en monnaie étrangère. Chez nous, on n'arrive pas à obliger, à conditionner que les commerçants, que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur, puissent vendre les choses dans notre monnaie. Il y a un facteur très important, peut-être on n'avait pas survolé ça, c'est le fait de la confiance. Le fait de la confiance. C'est d'abord la confiance. La confiance que la population mette dans la monnaie. C'est-à-dire, quelle confiance que notre population congolaise est en train de mettre dans leur monnaie. Dans leur monnaie. Mais quand on remarque, M. Ben Tchaboula, c'est comme le Congolais aime trop la monnaie étrangère, qu'elle est leur propre argent. Même quand vous partez pour de la sorte dont elle protège la monnaie étrangère et de la sorte dont elle protège notre monnaie, ça explique tout. Ce sont les effets de l'inflation. Si notre monnaie à l'interne, notre franc congolais n'est pas stable et très faible, les consommateurs, donc les ménages et les entreprises, ont tendance de se réfugier dans une monnaie forte. C'est comme ça, quand on te paye en franc congolais, tu as tendance d'aller acheter
des dollars pour se réfugier dans le dollar. Dans le dollar, pour conserver vos francs. Pour, comment on appelle ça? Pour, voilà le mot qui m'échappe. Pour ne plus perdre sa valeur. Épargner. Parce que si tu gardes, on te paye 300 000 francs, tu épargnes 100 000 francs, à bout de 2 mois, tu n'as plus cet argent. Alors on a tendance à aller se réfugier dans la monnaie forte. C'est comme ça qu'on dit en économie monétaire, on dit la mauvaise monnaie, la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie. C'est-à-dire que les gens se débarrassent plus de francs congolais et se réfugient en... Mais comment on va arrêter... Si tu peux me permettre de terminer un peu ma pensée par rapport à ta question qui est très importante d'ailleurs. Pourquoi il y a ces effets pervers-là? Pourquoi les gens n'ont pas confiance dans leur monnaie? C'est parce qu'il y a cette inflation-là. Tu ne sais pas faire l'épargne. Pourtant, l'épargne, c'est ce qui fait l'investissement de demain. Si un papa est un chef de famille est payé, il a une rémunération de 300 000 pour construire pour sa famille, il doit épargner peut-être 100 000. Mais s'il sait que dans 3 mois, il n'aura pas la même valeur de cette monnaie-là, il va se réfugier en dollars ou dans le bijouterie. Acheter des bijoux pour garder la monnaie. Mais plus on chasse les francs congolais, plus on se débarrasse plus des francs congolais, plus ça n'a pas de valeur. Et plus ça n'a pas de valeur, les gens ne font pas confiance à cette monnaie-là. C'est comme ça que moi je suis en train de louer quelque part les mesures prises par Wameso. Pourquoi? Parce qu'il veut non seulement stabiliser la monnaie, mais il veut apprécier notre monnaie. Il veut que les gens puissent faire confiance à notre monnaie. Et dès lors que les gens commencent à faire confiance à notre monnaie, la monnaie sera forte et on peut avoir une convertibilité de notre monnaie par rapport à nos pays limitrophes, à nos voisins. C'est ça, sa lutte d'amener aux Congolais d'aimer l'harmonie. C'est ça la lutte de Wameso. Tout à fait, c'est ça l'objectif qu'il est en train de poursuivre. Mais il doit renforcer de mesures. Les gens ne vont pas voir ça. Il doit renforcer de mesures sur terrain. Effectivement, on va le souligner. Si il est en train de nous suivre, il faut qu'il y ait des mesures de contrôle rigoureux, surtout, et puis mettre aussi des mesures d'accompagnement de cette monnaie-là. Entre autres, nous avons souligné qu'il fallait qu'il y ait des bureaux de change agréés et pour les inciter à revenir dans les formels, il faut voir la pression fiscale par rapport à ce qui est appliqué actuellement. C'est une façon de les faire revenir dans les secteurs où on peut le contrôler et où on peut travailler comme instrument. Parce qu'à ce moment ici, ces partenaires sûrs, ce sont des bureaux d'échange d'abord. Non, c'est pour cela on a posé. C'est pour cela on a des banques commerciales. Ah oui. Mais tout le monde n'est pas à la banque. Vous savez que notre épargne ici, on le fait à la maison ou c'est l'échangeur et tout ça. Comme la population, la grande partie des populations n'est pas toujours bancable, ils jouent sur les bureaux d'échange. Donc il y a d'abord les banques commerciales. Et puis, il y a des bureaux d'échange. Mais j'aurais appris, avec ma petite enquête, que les bureaux d'échange, c'est mieux dans les secteurs informels, compte tenu de la pression fiscale sur eux. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des instruments qui peuvent permettre à la Banque centrale... Ils sont devenus aussi comme les autres. Effectivement, il y a des grands bureaux d'échange qui n'ont pas d'agrément. On les a retirés de l'agrément parce qu'ils ne payent pas l'impôt. Mais pourquoi on n'y arrive pas à organiser? Parce que avoir des bureaux d'échange qui ne sont pas deux fois connus par la Banque centrale du Congo, mais justement, on le voit dans des coins recoins qui se réclament comme des bureaux d'échange, et d'autres qui sont en train de fuir pour ne plus être contrôlés. Vous voyez que c'est ce qui manque au moins, ceux qui prennent ces genres de décisions, de commencer d'abord d'organiser à l'interne sur le plan. Tout à fait. Donc le secteur doit être réorganisé au fait. Avant de se lancer dans certaines choses. Il y a beaucoup de laisser-faire, qu'il n'y a pas de contrôle. L'État n'a pas au fait de moyens coercitifs pour coincer ces gens-là. Il faut commencer par là. Il faut réorganiser le secteur. Et je pense avec l'avènement de Wameso,
avec l'arrivée de Mouzit au budget, avec le professeur Moukoko à l'économie. Peut-être on peut parler aussi de Famba, parce que lui, ce n'est qu'un caissier. Lui, Oui. il n'obéit qu'à ça. Vous voyez? Mais combiner les 4 secteurs-là, c'est comme ça qu'à l'époque de Matata, il y avait chaque 6 heures une réunion de Troïka. De Vous vous Troïka. rappelez? Oui, oui. C'est comme ça que Matata a travaillé, parce qu'il faut combiner les 4 secteurs pour pouvoir stabiliser d'abord et apprécier la monnaie. Ce sont des mesures qui peuvent être impopulaires, quand tu venais de dire que c'est du populisme, mais non. Ce sont des mesures qui sont impopulaires, très dures dans un premier temps, mais avec le Mais temps, qu'on doit s'améliorer ça va avec. s'améliorer et puis ça va être salutaire pour la population. Alors, Ben Chabola, je pense que la population congolaise nous a écoutés. Ce sont des mesures de foi douloureuses d'accepter pour l'instant, C'est la mais douleur qui d'enfantement, comme on le dit. qui vont nous aider avec l'avenir. Mais on a aussi peur que ça puisse rebondir ou retourner comme ça a été au moment où on ne s'engage pas, comme vous avez soulevé les problèmes de contrôle, on n'arrive pas à contrôler ceux qui sont sur terrain, qui dictent leurs lois financières. Alors, on parle un peu de l'entrepreneur congolais, parce que on voit trop ici à Kinshasa. Beaucoup des entrepreneurs accusent le gouvernement de ne plus leur faciliter la tâche. Effectivement, sur le financement. L'environnement économique au Congo n'est pas aussi facile. Hein. Il faut qu'on se le dise. Nous nageons dans un environnement incertain. Il faut beaucoup de paramètres. Là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Effectivement. Avant si tu me permets. Allons-y, allons-y. Avant d'en arriver là, je voulais souligner un effet très important là. Vous voulez savoir si la stabilité peut être pérennisée, c'est-à-dire peut être... Oui, c'est-à-dire dans un temps, prendre du temps. Il y a deux facteurs très importants qui interviennent. Nous avons parlé de notre externité de l'économie et de notre internité de l'économie. Quand bien même on peut maîtriser certains paramètres à l'interne, mais si vous ne contrôlez pas l'externe, ça devient très compliqué. L'externe, c'est quoi? C'est le cours de nos matières premières. Ceux qui les achètent, nous ne savons pas les contrôler. C'est comme ça que, entre autres, parce que nous regorgeons 80% de la production de cobalt, vous avez entendu que notre président a suspendre au moins la vente de cobalt pour valoriser notre cobalt au niveau externe. Ce sont des mesures qui peuvent accompagner des mesures externes qui peuvent accompagner des mesures internes. Mais malheureusement, nous pouvons aussi évoquer l'instabilité sur le plan sécuritaire qui peut jouer un rôle corrosif sur les mesures internes. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que nous pouvons soutenir le chef de l'État dans l'effort de la guerre pour qu'on termine avec cette histoire de la guerre. Après, ça nous bouffe et ça crée bouffe aussi beaucoup de recul sur l'économie. Sur l'économie. Ce sont les deux effets-là qu'on ne contrôle pas. Mais à l'interne, on peut s'organiser, on peut contrôler. Pour revenir maintenant... Sur l'entrepreneuriat, où beaucoup des entrepreneurs congolais se fâchent. Vous vous rendez compte que si déjà au niveau macroéconomique, il y a déjà des équilibres, c'est-à-dire qu'au niveau microéconomique, tout est aléatoire. C'est-à-dire que c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui ne permet pas à ce que l'entrepreneuriat congolais puisse s'épanouir. Il est vrai que à suivre les mesures ou le but ou la vision même du chef de l'État, il prend plus sur l'entrepreneuriat, sur l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. Il a créé l'agence pour la sous-traitance. Ce sont des mesures qu'on est en train de prendre au niveau de l'État pour permettre à ce que les petites et moyennes entreprises aussi s'épanouir et puissent se retrouver. Est-ce que ces mesures tiennent malgré la sous-traitance? Est-ce que les entrepreneurs congolais bénéficient au moins de marché?
Oui, les marchés sont là, mais ils sont très rigoureux pour accéder au marché. Là. Il y a beaucoup de conditionnalités. Ce n'est pas des choses où il y a des connexions. Si vous n'êtes pas tel, de la famille telle ou du rang tel, c'est vraiment l'informel qui existe. Accéder on au marché. On ne sait pas l'appréhender parce que ce ne sont pas des choses qu'on voit comme ça, ce ne sont pas des choses qu'on peut... Mais ce que nous remarquons, c'est que les Congolais, les entrepreneurs congolais ne sont pas compétitifs compte tenu de certains facteurs qu'ils n'ont pas. Par exemple, l'accompagnement des banques commerciales. C'est très difficile d'accéder à un crédit. Pourtant, l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'idée. Et vous soumettez l'idée à votre banquier et votre banquier vous accompagne. Mais si vous-même, vous ne renfermez pas les conditions nécessaires pour accéder à ce crédit-là, ça devient très compliqué. Mais par conséquent, les expatriés, ils ont leur banque ici. Je prends l'exemple d'une banque de la place, dont les ressortissants libanais se servent. Vous voyez? Il y a aussi une banque qui sert les Indiens. Ils se sont organisés de la même façon. Ils se sont organisés de la sorte de banque. C'est libéral, en fait. Nous avons une économie libérale. Qui aide Ce sont des individus qui sont venus ici, étrangers. Ils se sont organisés autour d'eux-mêmes. Ils ont créé des banques et facilitent leurs ressortissants avec mais pourquoi chez nous cet accompagnement semble difficile au moment où quand le chef de l'État parle de créer plusieurs petites et moyennes entreprises, de créer de milliardaires au Congo, mais quelle sera la source de production où ces gens d'abord pour accéder au menu de prêt, c'est tout à fait difficile. C'est le rôle, ça peut vous étonner, mais c'est le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale. La Banque centrale a à son sein des possibilités de faire des produits financiers. Vous savez que nous n'avons pas de marché financier ici. Au Congo. Nous n'avons pas de bourse ici au Congo. Pourtant, les entreprises se créent avec l'épargne des individus. Les épargnes là, ils peuvent participer à certains produits, par exemple les obligations dans des entreprises publiques. L'État peut demander à ce que les épargnants, donc les consommateurs, dans leur épargne, puissent acheter les obligations dans les entreprises publiques. Mais les entreprises publiques elles-mêmes ne sont pas productives. Vous voyez? Alors que quelqu'un émet une obligation, personne ne va acheter parce qu'il ne va pas avoir son dû, quoi. L'entreprise n'est pas productive et n'est pas rentable, je peux dire. Mais par conséquent, les entreprises privées sont quand même rationnelles et rentables. Mais il n'y a pas un marché qui organise les achats des actions des entreprises privées. J'ai suivi dernièrement M. Wameso, le gouverneur de la Banque centrale, il a animé une conférence sur ça. Ils sont en train d'initier un marché financier. Parce qu'avec le marché financier... Mais on a toujours parlé comme ça, c'est pas la première fois. On a toujours écouté ces genres de mots. Le plus grand plaisir, c'est de ne jamais essayer. Il va essayer. Je me rappelle à une époque, quand Nyembo Chabani était gouverneur de la Banque centrale, ils ont essayé. Mais beaucoup de Congolais, Zaïrois à l'époque, sont restés dans les désarrois parce qu'il n'y avait pas d'effet escompté. Mais essayons, comme nous avons déjà une vision de chef de l'État qui est dans ce sens-là, et que Wameso se lance sur cette voie-là, qu'on lui donne beaucoup de chance. Puis les conditions sont là. Les conditions sont là. Mais pour permettre à ce que les entrepreneurs congolais, donc les entrepreneurs nationaux, puissent s'éclore, donc il fallait qu'il y ait d'autres produits financiers qui peuvent les aider à évoluer, entre autres le marché financier. Parce que dans le marché financier, il y a beaucoup de produits que chacun de nous peut accéder et contribuer au PIB du pays. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que nos entrepreneurs, surtout congolais, ne sont pas sérieux? Bon, pas nécessairement.
Bon, c'est une accusation un peu fortuite, mais puisqu'on ne sait mais pas. Comment fortuite? Parce que, on pense que beaucoup de marchés, on leur donne aux expatriés congolais, ils n'arrivent pas à respecter le délai. Malheureusement, vraiment, monsieur le journaliste, c'est ce que nous constatons. Non seulement que des Congolais, mais si quelqu'un n'est pas préparé à exercer certaines fonctions, il ne faut pas lui faire confiance. Il faut que chacun soit préparé, formé et initié pour en arriver là. Tu ne peux pas te réveiller un matin puisque tu es ministre de X ou Y porte-monnaie. Tu te décides de prendre ta femme comme fournisseur de la société ou comme constructeur ou ton frère comme activité de construction, quelque chose comme ça ne va pas aboutir. C'est parce qu'au-delà de tout cela, les décideurs eux-mêmes ne sont pas sérieux. Les décideurs. Oui, quand vous parlez de décideurs, ça signifie de l'État congolais. La loi du marché public existe et elle est claire. Nous suivons parfois des débats, nous suivons parfois des procès. Nous voyons à quel niveau où la loi du marché n'est pas respectée. Il n'y a pas 2 mois, nous avons suivi le procès Moutamba. Mais c'est grave. Ce que nous avons remarqué, c'est-à-dire que le ministre se réveille un matin chez lui et il décide qu'il choisit qui doit construire. Ce n'est pas dans son secteur d'abord et ce n'est pas dans ses prérogatives. Vous voyez, ce sont les décideurs eux-mêmes qui initient ce genre de choses. Et pour avoir ces faveurs-là, il faut quelqu'un qui ait ton obédience. Et quelqu'un de ton obédience, ce n'est pas moi l'entrepreneur, Non. Parce que moi, je vais te demander, mais il y a des conditionnalités pour en arriver là. Il faut prendre quelqu'un que tu connais et qui ne connaît rien de tout cela, qui ne peut rien te demander comme exigence. Voilà là où nous en sommes. C'est la tête d'abord. C'est la tête d'abord. C'est ce que moi j'ai constaté. En tout cas, par ma petite expérience, je pense que c'est la tête qui devait se corriger. Et nous allons suivre. Les entrepreneurs congolais. Mais vous allez suivre, mais pourquoi pas être aussi sérieux? C'est ça le problème. Je disais ça. Oui. Tu as anticipé sur ma pensée. J'étais en train de dire que les entrepreneurs congolais sérieux existent. Je suis l'un parmi eux. Je travaille avec l'Union européenne. Pour travailler avec l'Union européenne et avoir des PV... Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je suis accompagné par certaines banques de la place. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que non, j'ai rempli les conditionnalités. Donc les entreprises, il y en a. Je connais certains. Mais il y a des arrivistes, il y a des improvistes qui arrivent comme ça dans le secteur sans connaître, parce que c'est son grand frère qui est le coordonnateur ou c'est son père qui est le ministre, et bon, ils s'improvisent comme ça, et puis le secteur connaît des problèmes. Alors, l'entrepreneur congolais, vous avez parlé, il y a ceux qui sont sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Mais pourquoi au pays nous sommes trop habitués à démarcher gré à gré? On n'arrive pas à faire l'offre d'emploi. Ça sent la corruption et le vol. Lorsqu'on est trop degré, il n'y a que 2 conditions qui peuvent exiger un marché gré à gré. L'urgence et la spécification technique du produit. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde de vous fournir des explosifs. Parce que vous savez que l'État a interdit la production des explosifs, par exemple. Il n'y a qu'une seule entreprise au Congo qui peut faire ça. C'est à celle-là qu'on peut faire un marché de gré à gré. De gré à gré. Vous voyez, dans le domaine pas de tout le monde, on se lève le matin, on s'est dit non, on prend tel parce que... Oui. Oh, oui. Il y a une société dont le ministère de la Défense a récupéré d'ailleurs Alikassi, qui est chargé de produire des explosifs et les munitions. Alors si vous avez un marché dans ce sens-là, dans ce secteur-là, vous ne pouvez faire qu'avec cette société-là. Ou à la limite, vous pouvez faire ce qu'on appelle dans le marché public la consultation restreinte. Vous pouvez prendre 2 ou 3 entreprises, vous essayez de le repartir et puis chacun amène sa cotation et ses spécifications techniques et puis vous jugez. Vous voyez, il n'y a que 2 conditions, peut-être il y a une 3e, mais moi je connais que les 2 conditions-là. Mais si vous voyez dans une société qui est normale, où on donne des marchés, il n'y a aucune urgence,
ça sent déjà la corruption et le vol. Alors, qu'est-ce que les entrepreneurs, je voulais dire. ceux qui pleurent, ceux qui disent on n'a pas la facilité d'accéder aux moyens, ceux qui disent qu'on nous a oubliés, qu'est-ce qu'ils devraient-ils faire en premier lieu? Parce que les autres crient comme ça, mais ils n'ont pas rempli, je pourrais dire quoi, ils n'ont pas rempli des conditions valables à de près, valables à ce qu'ils soient considérés comme entrepreneurs. Comme ça, ils crient. Bon, d'emblée, je commence à me poser parfois de quel entrepreneur vous parlez. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse déverser dans l'analyse informelle. Parce que la plupart des gens que vous voyez en train d'opérer, parce que l'État les laisse qui se disent entrepreneurs, mais ils n'ont pas de documents juridiques. Beaucoup. Pour entreprendre, il faut avoir d'abord des documents juridiques, parce que tu ne peux pas négocier avec une banque si tu n'as pas le RCSM, si tu n'es pas identifié par le ministère de l'Économie. Si tu ne payes pas l'impôt, si tu es un incivique fiscal, tu ne peux pas coopérer avec l'État, tu ne peux pas coopérer avec la banque. Tout commence par là. Je prends mon exemple. J'ai été formé à l'université de Kinshasa, en sciences économiques. J'ai terminé. J'ai commencé à travailler, j'ai acquis une certaine expérience dans ce domaine-là. Et Dieu m'a donné cette grâce. J'ai évolué dans le domaine de ma formation en tant qu'externiste. J'ai fait le commerce extérieur. J'ai l'expérience dans l'audit, dans la fiscalité, dans l'import-export, vous voyez. Maintenant, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat sur le marché public. J'ai été formé, j'ai suivi la formation de marché public. J'ai maîtrisé certains paramètres, pas tout peut-être. C'est comme ça que je m'exerce. Et chaque fois quand il y a un marché qui est lancé, je soumissionne. Vous voyez, je peux ou ne pas réussir parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, mais au moins le maximum de ce qu'on me demande, je peux le remplir. Et si j'ai un contrat, je vais voir un banquier. Je lui dis, écoutez, j'ai mon contrat qui est fiable et vérifié. La banque vérifie. Tu as besoin de combien? Voilà. Il peut me demander même d'exhiber des factures pro forma pour ce marché-là. J'entre en contact avec mon fournisseur. J'ai un fournisseur et je travaille en partenariat avec une société chinoise qui est implantée en Chine et à Kinshasa. Je vais chez eux. Ils me donnent des factures selon les quantités et les spécifications de chaque article. Je dois respecter les spécifications qui m'ont été exigées dans l'offre, dans le cahier d'offre. Vous voyez? Et quand j'exerce tout cela, il n'y a pas de problème, je serai payé sans problème par le canal de ce banquier-là. La banque prend sa part et moi je prends ma part. Mais comme vous venez de le souligner, il y a toujours des effets pervers, de corruption, des détournements, des non-exécutions des marchés, et puis on commence à douter sur nous, les Congolais. Peu nous sommes sérieux, mais nous existons quand même. Nous existons quand même parce que nous sommes en train de chuter. Deux questions directes. Ben Chaboula, c'est depuis longtemps qu'on parle de notre économie qui est extravertie. Comment faire pour que notre économie ne soit pas extravertie? Que faire? Il faut renverser le tendance, tout simplement. Il faut produire. Ça signifie? Il faut produire à l'interne. Il faut diversifier notre économie. Mais pourquoi on ne produit pas, nous, Congolais? Je voulais en venir. Avec la bénédiction de nos dirigeants, avec la bénédiction de nos décideurs, puisque rien ne peut se faire si les décideurs orientent autrement notre économie. Il est vrai que nous n'avons pas d'excuses. Parce que depuis que nous sommes indépendants, il y a des séries de guerres, de déstabilisations et tout ça. Vous voyez par exemple le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a la bonne foi d'orienter les choses. Mais on lui a imposé une guerre. Avec la guerre, il ne sait pas arriver à ses objectifs. Vous voyez? Mais à l'intérieur, on ne peut pas croiser les bras. On se dit, nous avons à la tête quelqu'un qui a une bonne impulsion, qui a une bonne volonté, qui a une bonne orientation et une bonne vision. Et qu'à l'interne, nous devons diversifier notre économie. On ne peut pas rester tout simplement à croire que les minéraux là vont rester des millions et des millions d'années. Non, non. Ils sont limités.
Nos minéraux vont terminer un jour. C'est le moment de penser autrement, c'est le moment d'orienter notre économie autrement. Nous pouvons aller dans l'agriculture, c'est trop rentable. Nous pouvons aller dans le tertiaire, dans la technologie nouvelle, c'est trop rentable. Je crois qu'il y a 2 ministères qui ont été créés dans ce domaine-là. L'économie est sérieuse. Bien qu'ils sont là en train d'orienter les jeunes gens qui sont à l'université pour s'orienter dans ce secteur-là. Si nous diversifions notre économie, c'est possible qu'on puisse renverser la tendance. Le seul problème que nous avons, je te l'ai dit dès le départ, pour avoir c'est la balance de paiement qui est négative, largement négative. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas ce que nous consommons. Et je vais même t'étonner, il y a même des cure-dents que nous importons. Jusqu'aujourd'hui. Nous importons tout ce que nous consommons. Et nous exportons, nous produisons ce que nous ne consommons pas. Déjà, si nous renversons cette tendance-là, je pense que les choses vont aller. À mon avis, je pense que, en tant qu'économiste, moi je trouve que le problème c'est à ce niveau-là. Alors si vous avez un conseil à donner au nouveau gouverneur de la banque, mais sur quels seront les conseils? Je l'encourage d'abord pour l'initiative qu'il a prise par rapport au marché financier. Ça va générer beaucoup de produits qui peuvent nous permettre, nous Congolais, d'accéder à beaucoup de choses. Ça c'est de 1. De 2, d'accompagner les mesures d'appréciation de notre monnaie. Parce que si nous faisons confiance à notre monnaie, on va éviter beaucoup des effets pervers. Vous voyez, nous payons nos loyers en dollars. Et quand tu payes en francs congolais, tu vas aller sur le marché, tu achètes le dollar. S'il continue dans cette lancée-là, je pense qu'il va être très utile, il va rendre un service très utile à la population et au président de la République parce que c'est par la confiance du président qu'il est là et il est en train de faire ses preuves. J'ose croire que le tandem Mokoko et Famba, je pense bien que ça va aller si jamais on arrête la guerre. Merci beaucoup Ben Tiabola d'accepter notre invitation. Je rappelle, vous êtes économiste, vous avez fait l'économie extérieure et aussi entrepreneur congolais. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation. Alors nous avons presque terminé. C'était tout à fait urgent d'appeler M. Ben Tiabola enfin de nous éclairer sur certains points parce que plusieurs Congolais se posent des questions. Est-ce qu'on est en train de nous tuer physiquement ou c'est justement des mesures qui sont prises pour la bonne manière de faire des choses encore de plus en République démocratique du Congo? Vous l'avez suivi, vous allez suivre cette émission encore en rediffusion, c'est bien le vendredi à 14h juste pour ceux qui sont